Hey, Pops, keep that beat a beating. I feel a rhythmic brainstorm coming on. 1, 2, keep that rhythm heating. One more riff like that and I'll be gone. Oh man, don't stop now, we're jumping. Give everything to Lord now. This thing might turn into something. I ain't mistaken, here comes something now. Le Lindy Hop est apparu 13 ans avant Elsa Poppin, en 1928. Lors d'un marathon de danse, un danseur surnommé Shorty George dit à un journaliste qu'il danse le Lindy Hop, en référence à l'aviateur Charles Lindbergh, surnommé Lindy, qui venait de traverser l'Atlantique en avion. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les origines du Lindy Hop. Elle est sympa cette anecdote sur la naissance du terme Lindy Hop, mais en vrai, en 1928, il dansait quoi Shorty ? Quand on cherche d'où vient le Lindy Hop, on trouve toujours plus ou moins la même chose. Le Lindy, c'est un mélange de plusieurs danses. Pour voir à quoi ressemblait ce mélange, intéressons-nous au premier exemple filmé de Lindy. C'est un extrait du film After Seven qui date de 1929 et qui met en scène 3 couples dans un concours de danse. Le troisième couple, c'est justement Shorty George et sa partenaire Mattie Purnell. Couple number 2, Mr. Oliver Hemingway and Buzzsaw Mamie. Couple number 3, Shorty Stump and Liza Underdunk.
being that I didn't have my partner here to feed with me. Vous avez réussi à retrouver toutes ces danses dans ce qu'on vient de voir, au moins quelques-unes, non? Bon allez, on y va. On fait un bond d'une centaine d'années en arrière dans l'histoire des États-Unis. Au XVIIIe et au XIXe siècle, la croissance économique des États-Unis et notamment des États du Sud, elle reposait essentiellement sur l'exploitation des esclaves importés d'Afrique et qui travaillaient dans les plantations de tabac et de coton. Les esclaves, quand ils étaient arrachés à leur terre natale, ils étaient enchaînés dans des bateaux à fond de cale et ils n'avaient le droit de rien emporter avec eux. Tout ce qu'ils amenaient, c'était leurs souvenirs, leur culture, dont la musique et la danse. La musique et la danse en Afrique, c'est pas comme en Europe. La danse en Afrique, elle est présente partout, dans les rites initiatiques, les changements de saison, les récoltes, les naissances, les mariages, les décès. Elles accompagnent vraiment le quotidien des gens. En Europe, la danse c'est un art. Il faut apprendre à danser avant d'aller au bal, alors qu'en Afrique, tout le monde danse, tout le temps. On peut dire que là-bas, la danse et la musique ont autant d'importance que le langage parlé ou l'écriture en Europe pour la transmission de la mémoire et de la culture. Donc la danse pour les esclaves, c'est pas un jeu, c'est un moyen de conserver un lien avec leur culture et leur famille restée en Afrique. Et ce lien, il va leur permettre de conserver leur identité et leur humanité mise à mal par l'esclavagisme. Dans les plantations, les esclaves disposaient de temps en temps d'un semblant d'autonomie dans leur quartier. Et entre autres, ils en profitaient pour danser. Je dis bien un semblant de liberté parce qu'ils étaient quand même bien surveillés. Par exemple, ils n'avaient pas le droit de jouer du tambour, car les propriétaires croyaient qu'ils les utilisaient comme moyen de communication et ils avaient peur qu'ils s'en servent pour organiser la révolte. Et assez fréquemment, certains propriétaires assistaient à ces rassemblements, à la fois pour surveiller et se divertir. Mais malgré cette surveillance, ces moments de liberté étaient de véritables exutoires, pendant lesquels les esclaves pouvaient se lâcher et s'évader de leur réalité. Les esclaves ne travaillaient pas que dans les plantations, certains étaient domestiques dans les maisons des maîtres. Et quand ils servaient pendant un bal, ils découvraient les danses de salon de l'époque. C'était quoi les danses de salon de l'époque? C'était ça. Vous imaginez le choc quand ils ont vu ça? Après ça, les esclaves, quand ils se retrouvaient pour danser, ils ont commencé à imiter, à caricaturer les danses de leurs maîtres. Ils ont commencé à danser avec ces démarches très droites et très cul-pincées en y ajoutant l'attitude et l'énergie des danses africaines. Les maîtres continuent à assister à ça, mais ils se sentent tellement supérieurs à leurs esclaves qu'ils n'imaginent même pas une seconde qu'ils sont en train de se moquer. Donc ils ne se vexent pas, au contraire, ils trouvent ça très drôle. Pour eux, les esclaves sont vraiment impressionnés par leurs danses et ils essayent sincèrement de les imiter. Mais comme ils sont censés être moins doués, ils n'y arrivent pas. Les propriétaires, ça les amuse tellement qu'ils commencent à organiser des concours entre eux pour savoir lequel a les esclaves qui dansent le mieux. Une tradition s'est instaurée pendant ces compétitions. Les vainqueurs recevaient un gâteau. C'est pour ça que cette danse s'est appelée le cakewalk. Pendant ce temps, il se passe exactement la même chose avec la musique. Les esclaves jouent du banjo ou de la guitare pour accompagner les danses. Et là encore, ils vont mélanger les musiques européennes avec les rythmiques syncopées de la musique africaine. Cette musique va devenir, à la fin des années 1890, le ragtime. Le premier succès de ragtime, c'est Maple Leaf Rag de Scott Joplin, sorti en 1899, et dont la partition a été vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Il a également composé le très célèbre The Entertainer, qui deviendra le morceau phare de l'ère du ragtime. Les compétitions de cakewalk sont si appréciées que la danse se répand dans tous les États-Unis grâce aux minstrel shows. Les minstrel shows, ce sont des spectacles très populaires au XIXe siècle qui mettent en scène des acteurs blancs maquillés en blackface et qui amusent le public, blanc également, en caricaturant les Afro-Américains. Ce sont des spectacles racistes qui ont largement véhiculé des stéréotypes raciaux dont la société a encore du mal à se défaire aujourd'hui. Un des personnages les plus connus de ces minstrel shows, c'est Jim Crow. Un esclave paresseux, maladroit, idiot et j'en passe. La chanson Jump Jim Crow était tellement connue que le terme Jim Crow a fini par devenir une expression péjorative désignant la population afro-américaine. Et les lois ségrégationnistes des États du Sud après l'abolition de l'esclavage étaient surnommées les lois Jim Crow. Donc ces minstrel shows, c'était des spectacles insultants envers la communauté afro-américaine. Mais malgré ça, ils ont permis de donner de la visibilité à cet embryon de culture qu'était la musique et la danse.
Quelques Afro-Américains réussiront à faire leur place dans la société grâce à cette voie, mais en payant le prix fort. En effet, pour se vendre au public, ils devaient incarner ces stéréotypes raciaux, donc mettre de côté leur amour-propre et se mettre à dos leur propre communauté. Un exemple qui mérite d'être cité, c'est Master Juba, un jeune affranchi afro-américain. Il a mélangé la gigue irlandaise qu'il a apprise en grandissant avec des immigrés irlandais et la Juba, une danse d'esclaves faite de stomping et de patting. Et il était tellement doué qu'il a été, vers 1840, le premier afro-américain à intégrer une troupe de minstrels. Et il posera les bases de ce qui deviendra plus tard les claquettes. Mais revenons au cakewalk. Les deux premiers exemples filmés, ils datent de 1903. Ce sont des films muets, mais je vous propose de les découvrir avec la musique Maple Leaf Rag, le premier succès de ragtime dont je parlais tout à l'heure. À partir des années 1890 et jusqu'aux années 1910, le cakewalk continue d'avoir du succès, notamment sur scène dans les spectacles de music-hall. Comme le cakewalk, beaucoup de danses sont apparues comme ça. D'abord dans les plantations au XIXe siècle, puis en faisant le tour des États-Unis au début du XXe siècle. D'un point de vue historique, à cette époque, l'esclavage a été aboli en 1865, mais les États du Sud vont malheureusement continuer à maltraiter la communauté afro-américaine en instaurant en 1874 les lois ségrégationnistes, les lois Jim Crow. Cette ségrégation provoquera une grande vague de migration vers le nord qui débutera au début du XXe siècle. Les minstrel shows vont disparaître à peu près à la même époque et laisser place à des spectacles de music-hall qu'on appelait les vaudevilles. Donc, cette culture afro-américaine naissante, elle va se propager de deux manières. Dans les classes populaires grâce à l'immigration, et dans les classes plus aisées grâce au vaudeville. Parmi toutes ces danses, il y en a eu un certain nombre inspirées par les attitudes des animaux qu'on appelait animal dance, avec parmi les plus connus le turkey trot, le grizzly bear et le bunny hug. Au début, ces nouvelles danses, elles sont considérées comme vulgaires et sexuellement suggestives, donc elles ne sont tolérées que dans les quartiers pauvres. Et pourtant, comme elles sont amusantes et plutôt faciles à danser, leur popularité augmente jusqu'à la moitié des années 1910. La popularité de ces danses, elle augmente aussi parce qu'elles servent d'argument marketing pour vendre de la musique. Les musiciens, quand ils jouent dans les dance-halls et qu'ils voient des danseurs faire des pas originaux, ils leur demandent le nom de leur danse. Ensuite, ils composent un morceau pour cette danse et ils vendent des music sheets qui contiennent la partition, les paroles du morceau, mais également les instructions pour la danse. Perso, ça me fait un peu penser à ça. Une autre danse va exploser en 1923 grâce au succès de la pièce Running Wild à Broadway, et notamment son morceau The Charleston. Il s'agit évidemment du Charleston. Alors je reviens en arrière au début des années 1910 pour vous parler de deux danses, le Texas Tommy et le Breakaway. Ces deux danses avaient un point commun, le fait de passer régulièrement de la position fermée à la position ouverte. Là, on a vraiment un acte fondateur de l'indie hop. Ce passage en position ouverte,
C'est, pour résumer, l'ancêtre du swing out. Et c'est la naissance de cet espace de liberté et d'improvisation qui fait du Lindy Hop une danse unique, et qui offre aux deux partenaires la même dose d'autonomie et de responsabilité. Et c'est la même chose avec le jazz, qui est en train de naître du blues, du ragtime, des spirituals, et qui va devenir un espace où on a la solidité du collectif et la virtuosité du soliste qui se mettent en valeur l'un et l'autre. Donc dans les années 20, on a plein de danses prêtes à être mélangées. Plein d'ingrédients pour faire une bonne recette, il manque plus que la marmite. Et cette marmite, elle va se trouver à New York, c'est le quartier de Harlem. Pendant la Grande Migration, Harlem a attiré énormément de populations afro-américaines. Cette population qui se construisait une nouvelle vie, plus l'ambiance des années folles, ça a créé une sorte d'effervescence culturelle connue sous le nom de Renaissance d'Harlem. Cette effervescence a fait exploser la culture afro-américaine aux yeux du monde dans tous les domaines. Littérature, poésie, peinture, sculpture, et bien sûr musique et danse. Voilà le contexte dans lequel Shorty George, Matty Purnell et plein d'autres danseurs et danseuses ont créé le Lindy Hop, en mélangeant à Harlem des danses qui est nées dans les plantations quelques dizaines d'années plus tôt, et qui sont arrivées pour être dansées sur les planches à Broadway, ou dans les speakeasy, ou dans les dance halls. Donc maintenant qu'on a ce contexte, je vous propose de revenir à cette vidéo de After Seben, et on va essayer de repérer un peu tout ce qu'on vient de découvrir. Couple number 3, Shorty Stump and Liza Underdunk. Et voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai mis un certain nombre de sites en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller les checker. Et si le sujet vous intéresse, vraiment, je vous encourage à faire vos propres recherches. Si c'est la suite de l'histoire qui vous intéresse, il y a énormément de vidéos sur YouTube, de sites spécialisés ou de livres qui la racontent. Et comme on adore entendre les histoires de ceux qui l'ont vécu, lisez les biographies de Frankie Manning et Norma Miller. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que la prochaine fois que vous irez danser, vous aurez une petite pensée pour les hommes et les femmes qui ont vécu ce que je viens de raconter. Et je ne parle pas que de la danse. À bientôt!